Bonjour à nouveau, donc je reprends la suite de ce premier exercice du TD numéro 4 que j'ai dû interrompre. Donc on avait vu, donc ça porte sur la polarisation et l'intrication, on avait vu en fait en quelque sorte toute la partie classique, qu'est-ce que la polarisation d'une onde plane progressive monochromatique de vecteurs d'onde K, donc de vecteurs d'onde K. On avait vu donc il pouvait y avoir des polarisations rectilignes suivant différents axes, l'onde étant transverse sur un espace vectoriel de dimension 2 sur chaque axe, avec en plus une phase aléatoire, donc de dimension 4 sur un espace vectoriel réel. En écriture complexe, mais en restant sur la théorie classique, bien sûr, de l'électromagnétisme, on peut intégrer la phase, si vous voulez, dans une phase complexe et donc obtenir un espace vectoriel de dimension 2 sur C, qui est évidemment plus proche de la manière dont on travaille habituellement en physique quantique, donc avec ces espaces vectoriels des états complexes, espace de Hilbert. On a défini un état X, un état Y, dont on a choisi de faire une base orthonormée, celui-ci pour une polarisation suivant UX, celui-ci pour une polarisation suivant Y, et puis on a défini des polarisations rectiligne suivant n'importe quelle direction, donc le vecteur θ qui était simplement cos θ i x et plus sin θ y, mais bien sûr, puisqu'on est dans un espace vectoriel complexe, on peut aussi faire des combinaisons linéaires de ces vecteurs de base avec des coefficients complexes, et on a fait sortir donc un cas particulier polarisation circulaire droite, polarisation circulaire gauche. Tout ceci est tout à fait standard, en quelque sorte. C'est juste une écriture dans un espace vectoriel complexe de choses qui sont bien connues dans l'étude des ondes électromagnétiques tout à fait classiques. Simplement, là, juste avant la pause, on a commencé à considérer un état très étrange, qui est un état de deux photons corrélés, en fait intriqués, et là c'est strictement quantique, il n'y a pas d'intrication classique, avec un vecteur, enfin une propagation suivant UZ comme ceci, et une propagation suivant moins UZ là, avec, j'avais fait un peu en perspective ici, XY, XY, et on avait considéré l'état où un photon... Alors, donc les états de ces deux photons, classiquement, sont des états où un certain photon est dans un certain état, enfin, le premier photon est dans un certain état, le deuxième photon est dans un autre état. Mais là, on a considéré un état à deux photons, pour lequel le premier a une polarisation X et le deuxième Y, moins le deuxième a une polarisation Y, le premier Y et le deuxième X. Et ça c'est très étrange. Cet état-là, il est tout à fait classique, c'est deux photons, un polarisé X, l'autre polarisé Y. Celui-là aussi, le premier photon est polarisé Y, l'autre polarisé X. Tout à fait classique, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, ça c'est hautement non classique, il n'y a que... c'est parce que l'espace des états en physique quantique est, quel que soit le système, pas juste pour un photon, pour un système élémentaire, mais pour n'importe quel système combiné, l'espace des états est un espace vectoriel dont on peut faire donc toutes les combinaisons linéaires. C'est parce que c'est comme ça que cet état est un état parfaitement acceptable en physique quantique, mais il a la particularité de n'avoir pas d'état bien défini pour le premier photon, ni pour le deuxième. Parce que vous ne pouvez pas factoriser ça avec un état pour le premier, je crois, un état pour le deuxième. Donc cet état est est intriqué. Et donc là, on a commencé la partie fondamentalement quantique du TD. Et alors, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait cet état particulier a une invariance par rotation, au sens où on peut l'écrire aussi θ orthogonale, donc polarisation suivant n'importe quelle deux directions, évidemment dans le plan orthogonal à la direction de propagation, n'importe quelle direction θ, dès lors qu'on prend θ orthogonale à pi sur 2 de plus, donc il y a vraiment une invariance par rotation. Et alors ce qu'on avait montré, juste pour finir avant la pause, peut-être pour vous c'était il y a 2 secondes, donc désolé de répéter tout ça, mais
on avait montré que c'était ici égal à droite moins gauche, toujours avec le 1 sur racine de 2 bien sûr devant. Voilà, ça c'est le même état, c'est différentes façons de l'écrire dans des bases différentes pour l'espace vectoriel des états de polarisation d'un photon. Donc x, y ici, θ orthogonal, ou bien droite-gauche. Voilà, bien. Alors, donc, on en était à la question 18. Voilà, où il fallait vérifier que c'est invariant par rotation, et c'est ce qu'on avait vu. Ok, donc maintenant, on arrive à la partie intrication intéressante. Alors, les deux photons de la paire, donc qui sont conjointement dans cet état-là, sont analysés respectivement par Alice en Z négatif. Donc il y a Alice qui est ici, qui reçoit un des photons de cette paire-là, enfin, le premier, celui-là c'est celui d'Alice, et celui-là c'est celui de Bob, et Bob qui est là. Voilà, chacun reçoit son photon et peut l'analyser au moyen de polariseurs linéaires orientés respectivement dans les directions U alpha et U bêta. Donc ils ont des polariseurs linéaires qu'ils vont orienter. Alors, enfin, je décale tout ça, mais c'est plus facile à voir ici. Donc une direction U alpha, c'est-à-dire qu'il fait un angle alpha par rapport à X, et Bob regarde dans une direction U bêta, enfin je vais faire un autre angle, U bêta comme ça, alors ici, là, qui fait un angle bêta par rapport à l'axe UX dans le plan XY. Très bien. Donc chacun est libre de choisir la direction de son polariseur. Alors on rappelle que si un photon polarisé rectilignement dans la direction du polariseur, si un photon, il manque un mot, est polarisé rectilignement dans la direction du polariseur, eh bien il est toujours transmis, d'accord ? Si la direction de vibration du champ électrique est précisément celle de l'axe privilégié du polariseur, le photon passe comme si rien n'était, transmission parfaite. Et en revanche, s'il est polarisé dans la direction strictement orthogonale, eh bien il ne passe strictement pas, il est absorbé, il est réfléchi, ça dépend de comment ça fonctionne, mais en tout cas il n'est pas transmis. Très bien. Voilà. Alors, on pourra dire que la transmissibilité vaut 1 lorsque la direction du polariseur correspond à celle du photon. Donc le photon a une transmissibilité de 1 par rapport à ce polariseur si le polariseur est orienté dans la même direction que sa propre polarisation rectiligne. Et sinon, il a une transmissibilité qui vaut 0. Donc vous voyez, on fabrique artificiellement, mais enfin, on fait ce qu'on veut, c'est toujours pareil, hein, on fait vraiment ce qu'on veut pour décrire le monde. On définit cette grandeur physique nouvelle, la transmissibilité. Je ne sais pas si c'est bien choisi, j'avais pensé à ça comme ça. Transmissibilité, qui vaut 1, donc je sais pas, est-ce qu'il y a un nom ? Non, hein, je crois pas, enfin, on pourrait l'appeler T. La transmissibilité vaut 1, donc quand le polariseur est orienté suivant la direction θ, et que le photon est dans l'état θ, eh bien, il passe, enfin, ça vaut 1, enfin, voilà, ça vaut ça comme ça, hein, très bien. Et la transmissibilité, j'ai dit 0 tout à l'heure, alors attendez, je me suis trompé, j'ai l'impression que j'ai deux choses contradictoires dans mon énoncé, donc désolé. Et si c'est θ orthogonal, on va dire que la transmissibilité, alors là je dis qu'elle vaut 0, donc ça voudrait dire que c'est vecteur propre pour la valeur propre 0, pourquoi pas, mais je crois pas que c'est ça que je voulais faire finalement. Et on va continuer un petit peu l'énoncé, donc désolé pour ceux qui l'avaient cherché, probablement je vous ai perdu là pour des raisons de problèmes de notation. J'ai changé un petit peu au cours du... Bon, on va voir. Alors on s'intéresse aux corrélations entre les résultats obtenus par Alice et Bob, donc chacun mesure la transmissibilité, cette grandeur-là, c'est-à-dire regarde si le photon passe ou passe pas pour son choix d'orientation du polariseur. Ouais, donc en fait ça va être moins 1. Bon, on va voir. Bon, désolé pour ça. On va voir, parce que j'ai l'impression que c'est plus clair après. Donc on s'intéresse aux corrélations entre les résultats obtenus par Alice et Bob quant à la transmission des photons qu'ils reçoivent pour différents choix d'orientation de leur polariseur. Ces directions sont tantôt
U alpha prime. Donc Alice a le choix entre deux orientations possibles, avec l'angle alpha ou avec l'angle alpha prime. Très bien. Tournée d'un angle alpha et alpha prime par rapport à UX. Très bien. Et pour Bob, lui, il a le choix entre U bêta et U bêta prime pour deux angles, bêta et bêta prime. Ce qu'il veut, mais enfin voilà. Bon, on appelle. Donc il y a 4 choix possibles, enfin 2 choix pour Alice, 2 choix pour Bob. Alpha, alpha prime, bêta, bêta prime. Pour étudier ces corrélations, on définit une grandeur corrélation, C, à laquelle on attribue la valeur plus 1. Ah oui, non, si d'accord. Non, je pense que c'était bon alors. Donc on dit que C a la valeur plus 1 si. Ah oui, d'accord. Si Alice. Donc là, pardon, je remets, c'est bien 0 là. Donc finalement, j'ai eu peur de m'être trompé, mais je crois que ça va. On dit que la corrélation vaut plus 1 si Alice et Bob obtiennent le même résultat de transmissibilité, c'est-à-dire si le photon passe. Donc plus 1 si la transmissibilité d'Alice et la transmissibilité pour Bob sont la même. Enfin, on verra si on a besoin de noter ça mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ici. Et donc, si Alice et Bob obtiennent tous deux le même résultat... Ah, s'ils obtiennent tous deux le même résultat, c'est-à-dire soit les deux transmissions sont 1, oui c'est ça, soit les deux transmissions sont 0, c'est-à-dire il y a un blocage, donc ok, très bien. Donc en fait, il faut que TA égale TB, donc ça peut être TA égale 1 et TB égale 1, ou TA égale 0 et TB égale 0. Bien. Et on dit que, donc ça veut dire que les résultats sont corrélés, donc ils sont identiques, donc on dit que la relation vaut plus 1, et on dit que la corrélation vaut moins 1, si au contraire, ils n'ont pas le même résultat. Donc si la transmissibilité constatée par Alice et celle constatée par Bob ne sont pas les mêmes, donc par exemple, Alice a 1 et Bob a 0, ou bien 0, voilà. Donc il y a un des deux qui absorbe son photon, et l'autre, ça passe. Bien. On définit enfin... oui, très bien. Donc c'est clair. On définit enfin les probabilités suivantes pour un polariseur d'Alice orienté suivant U alpha et un polariseur de Bob orienté suivant U bêta. Donc Alice choisit ça, Bob choisit ça. On définit les probabilités suivantes. On définit probabilité 1, 1 de alpha bêta. C'est la probabilité pour que le polariseur d'Alice transmette et que le polariseur de Bob transmette. Donc c'est parfaitement clair, hein, c'est la probabilité que la transmissibilité constatée par Alice, qui fait cette mesure de transmissibilité simplement en faisant passer ou non le photon à travers son polariseur. Donc si Alice trouve 1 et Bob trouve 1, on est dans ce cas-là, et donc ça c'est la probabilité que effectivement les deux photons, celui d'Alice et de Bob, traversent. Très bien. Ensuite, on définit P01 de alpha bêta, bien évidemment, comme la probabilité que le polariseur d'Alice orienté dans la direction U alpha bloque le photon, et que le polariseur de Bob orienté dans la direction U bêta le laisse passer. Et de même, P de 1, 0 alpha bêta et P de 0, 0 de alpha bêta, probabilité que les deux polariseurs d'Alice, orientés suivant U alpha, et de Bob, orientés suivant U bêta, bloquent l'un et l'autre le photon. Bon, tout ça est très clair. Donc ça, c'était l'énoncé de cette partie, si vous voulez. Alors maintenant vient la question. Donc ça correspond à une corrélation qui vaut plus 1, et ça correspond à une corrélation qui vaut moins 1. Tout ça est très clair. Et alors maintenant, on nous demande de montrer que pour un choix d'orientation alpha et bêta donné, l'espérance de la corrélation, donc l'expérience du nombre que j'ai défini avant, dans le cas donc, où on choisit alpha et bêta, Alice choisit alpha, Bob choisit bêta, c'est égal à, bah oui alors c'est évident, à P de 1, 1 alpha bêta moins P de 1, 0 alpha bêta moins P de 0, 1 alpha bêta plus P de 0, 0 alpha bêta.
l'espérance, c'est-à-dire c'est la valeur moyenne de ce qu'on attend au bout du compte. Et donc ça, c'est juste la traduction. Donc c'est pour que vraiment les choses soient très claires dans la suite de l'énoncé. C'est vraiment la traduction de ce qu'on appelle corrélation et de ces probabilités-là. Hein. Donc on a une corrélation... Oui, petite pause, oui. Bon, pardon pour l'interruption. Donc, je reprends. Oui, c'est la définition de cette fonction corrélation. Donc, on a cette probabilité d'obtenir la valeur plus 1, puisque la corrélation vaut plus 1 dans ce cas-là. Donc, ça fois plus 1, donc voilà le plus. On a cette probabilité d'obtenir moins 1, puisque dans ce cas-là, la corrélation c'est moins 1, là aussi, et là plus 1. Donc c'est simplement l'écriture de ce que veut dire l'espérance d'une certaine grandeur probabiliste. C'est la somme de chaque résultat multipliée par sa probabilité d'occurrence. Donc c'est exactement ça, en fait il n'y a rien à démontrer, c'est juste la compréhension de ce qu'on entend depuis le début par corrélation. Bien. Alors nous allons considérer, alors voilà, donc ça vaut ça très bien, nous allons considérer la quantité, que je vais écrire là, parce que je n'ai pas besoin de ça, et qu'elle va nous servir, donc la quantité grand Q, qui est égale à, alors c'est l'espérance de la corrélation, donc la corrélation attendue pour une orientation alpha et bêta, plus la corrélation attendue entre le résultat d'Alice et le résultat de Bob lorsque Alice a choisi alpha et que Bob a choisi bêta prime, d'accord, quels que soient les noms, hein, plus la corrélation attendue dans le cas où alpha prime, où Alice choisit alpha prime et Bob bêta prime, moins la corrélation attendue si Alice choisit alpha prime et Bob choisit bêta. Donc bien sûr, en fait, cette quantité Q dépend de alpha, alpha prime, bêta, bêta prime. D'accord ? Bob et Alice ont le choix entre deux... enfin, ils doivent choisir deux orientations, mais complètement quelconques. Il n'y a aucune relation préétablie entre alpha, alpha prime, bêta, bêta prime. Pour chaque choix, il y a une certaine corrélation qui vaut strictement ça, bien sûr, par définition, et on s'intéresse à cette quantité-là. Donc ça paraît un peu abstrait, mais why not ? D'accord ? On peut faire ça. Alors, on se place dans un premier temps dans le cadre d'une théorie, alors c'est là qu'on va distinguer théorie à variable cachée et la physique quantique. Donc on se place dans un premier temps dans le cadre d'une théorie à variable cachée locale, selon laquelle pour toute paire de photons, dès lors qu'ils sont transmis l'un à Bob, l'autre à Alice, pour toute paire de photons, la transmissibilité de chacun d'eux, c'est-à-dire est-ce que ça va passer à travers un polariseur orienté dans telle ou telle direction, la transmissibilité de chacun d'eux, dans chacune des directions possibles, est une propriété intrinsèque de l'état du photon. Peut-être qu'on l'ignore, peut-être que effectivement on ne sait pas prédire si ça va passer ou pas passer, c'est probabiliste de notre point de vue, mais en réalité, il y a quelque chose dans l'état du système qui détermine que ça va passer ou pas. Peut-être que je l'ignore, peut-être que je ne connais pas assez la physique pour l'instant pour être capable de repérer ce qui dans l'état du système, ou me donner accès à ce qui dans l'état du système fait que ça va passer ou pas passer, mais c'est pas aléatoire au sens plein du terme, c'est lié à l'état du photon. C'est pas lié à ce qu'il y a du côté de Bob, c'est lié à l'état du photon qui est là, donc c'est une variable cachée locale. Dans l'état du photon d'Alice, il y a quelque chose qui fait que si j'ai n fois le même photon vraiment dans le même état, y compris toutes les variables potentiellement cachées auxquelles je n'ai pas accès, si j'avais accès à cet état complet, je pourrais prédire, je pourrais savoir que ça va passer ou pas passer. Dans n'importe quelle direction choisie, c'était rien de ce qui se passe au niveau du photon d'Alice dépend d'autre chose que de l'état du photon d'Alice. Donc c'est vraiment ça l'idée de la théorie à variable cachée locale. Et je ne devrais pas dire de la théorie, je dis une théorie, quel que soit le type de choses, le raffinement de la physique qui ferait qu'on serait enfin capable de prédire ce qui va se passer, c'est-à-dire que si je fais deux fois la même chose sur deux fois le même état, il se passera toujours la même chose, et pas aléatoirement ceci ou aléatoirement cela. Quelle que soit la théorie qui permet de faire ça, ce que je vais dire là, enfin ce qu'on va faire là, s'applique. Bien. Donc, on se place dans un premier temps dans le cas d'une théorie à variable cachée locale, selon laquelle, ok, très bien.
voilà, même si nous l'ignorons ou si elle est inaccessible dans l'état actuel des connaissances. Très bien. Dans ce cadre, on considère n paires de photons décrites par l'état psi. Donc, notre fameuse état psi, hein, qu'on a noté comme ça, moins yx, où on peut mettre θ, θ orthogonal ou bien droite, droite, gauche, gauche. Cet état-là, cette paire de photons, on en fabrique grand N, un grand nombre, donc grand N. Grand N paires de photons. Bien. Alors, s'il y a une théorie à variable cachée locale, nous, on décrit cet état comme ça, mais peut-être qu'en réalité, toutes les paires sont en fait différentes, parce qu'il y a la paire où en fait, le photon d'Alice, le premier ici, passera toujours dans la direction θ, ou bien sera toujours absorbé dans la direction, alpha, ou bien sera absorbé dans la direction alpha prime. Donc peut-être que toutes ces paires que nous croyons être les mêmes ne sont pas toutes les mêmes, et que justement il y a quelque chose en plus, une variable cachée, qui détermine ce qui va se passer pour la paire particulière dont il s'agit. C'est ça l'idée. Néanmoins, donc, ce que nous, on appelle, pour nous, c'est les mêmes paires, et on va voir si on se trompe ou pas. C'est-à-dire si vraiment il y a une variable cachée ou pas. C'est ça l'idée, de montrer que supposer qu'il y ait des variables cachées, quelles qu'elles soient, ou supposer qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est vraiment le même état, tel que le décrit la physique quantique, ça conduit à des prédictions différentes. C'est vraiment ça la puissance des inégalités de Bell appliquée à une situation Einstein-Podolsky-Rosen, ici, c'est qu'on va pouvoir distinguer de manière complètement générique un comportement mesurable qui va permettre de trancher si oui ou non toutes ces paires sont strictement dans le même état, et du coup c'est aléatoire si ça passe ou ça passe pas suivant telle ou telle orientation. Ou bien si, en fait, c'est pas toutes les mêmes paires, il y a une variable cachée que j'avais pas vue, mais si je la connaissais, évidemment, j'aurais pu savoir. Bien. Une ou des variables. Ok, donc on a grand N paires de photons décrites par l'état psi. Pour chacune de ces paires, repérées par l'indice I allant de 1 à N, d'accord, I, N paires. Pour chacune de ces paires, ça je peux effacer, c'est dans l'énoncé, on retrouvera s'il y a besoin. Pour chacune de ces paires, question 20. Non, pas encore question 20, où est-ce que je suis perdu? Pour chacune de ces paires, repérées par l'indice I, alors on note AI, la transmissibilité du photon d'Alice, je ne vais pas tout écrire, la transmissibilité du photon d'Alice correspondant à la direction U alpha, et alpha prime, A prime I, pardon, la transmissibilité du photon dans la direction U alpha prime, et on note BI, la transmissibilité du photon de Bob dans la direction U bêta, et BI prime, la transmissibilité du photon de Bob dans la direction bêta prime pour l'orientation de son polariseur. Donc, le point clé, c'est que s'il y a des variables cachées locales, ces grandeurs-là sont bien définies pour tous les alpha et les alpha primes qu'on pourrait imaginer. Ces valeurs-là existent pour chaque paire. Ce n'est pas forcément la même pour chaque paire, justement. Et l'idée, c'est que le fait que quand on fabrique des paires comme ça, eh bien, et qu'on oriente un polariseur pour Alice suivant U alpha, de temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe pas, avec une probabilité qui est proportionnelle à la composante de la polarisation en question sur l'état que l'on mesure, etc. Enfin, donc, tout ça, l'idée, c'est de dire qu'avec des variables cachées, il n'y a rien de probabiliste. Le photon qui est arrivé, le photon qui arrive, que je le mesure suivant n'importe quelle direction, en fait, c'est déjà déterminé qu'est-ce qu'il va donner. Donc, même si je ne la mesure pas, et c'est ça le point important, même si je ne mesure que, par exemple, je ne peux pas mesurer les deux, bien sûr, je ne peux pas mesurer et U alpha, et suivant U alpha, et suivant U alpha prime. Je choisis une orientation pour le polariseur. Donc, si je le mets suivant U alpha, je vais mesurer sa transmissibilité dans cette direction-là.
Alors ça vaudra 1 ou 0, enfin 0 ou 1, soit ça passe pas. Mais même si je ne mesure pas U alpha prime, j'ai choisi U alpha comme orientation, n'empêche que ça, c'est un nombre bien déterminé. C'est-à-dire que si j'avais choisi U alpha prime, j'aurais obtenu un nombre déterminé par des variables locales qui vaut soit 0 ou 1. Pareil pour les autres, que je les mesure ou que je ne les mesure pas, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la particule. C'est vraiment ça le point clé. Que je le mesure ou que je ne le mesure pas, il y a une valeur bien définie pour cette grandeur physique, transmissibilité, dans la direction U bêta prime ici. Bon, voilà. D'accord ? J'espère que ça c'est bien compris, parce que c'est vraiment la clé du problème. Ça, c'est des grandeurs que je peux mesurer. Je ne peux en mesurer qu'une, mais comme il n'y a rien d'aléatoire, tout est défini par l'état du système. Donc même si je ne mesure qu'une de ces deux-là, ou aucune des deux, de toute façon, il y a une valeur pour cette grandeur-là. Bien. Pour Bob et pour Alice. Ok. Alors, montrer... Question 20. Montrer que pour chaque paire petit i, la quantité QI, donc en fait une quantité qui va être liée à ça, on verra après, en tout cas, je redéfinis une quantité QI comme étant AIBI plus AIB'I plus A'I B'I moins A'I B'I. AIBI plus AIB'I plus A'I B'I moins A'I, c'est ça, moins A'I B'I. Donc pour chaque paire I, cette quantité, elle vaut ce qu'elle vaut, d'accord ? Je l'ignore éventuellement. Alors, le point intéressant aussi, c'est que cette quantité n'est pas mesurable, puisque je peux pas, enfin, si je choisis de mesurer la polarisation, enfin, est-ce que ça passe quand le polariseur est suivant U alpha, et je peux pas en même temps mesurer dans une autre. Donc, je peux pas accéder à cette valeur-là et à cette valeur-là. Mais le point clé, c'est que cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là existent. Elles existent toutes, que je les mesure ou pas. Hein. Donc, cette quantité n'est pas accessible directement, mais elle existe. Elle a une valeur bien définie, que j'ignore, mais qui existe. Bien. Alors, montrer que cette quantité, pour chacune des paires I, a une valeur déterminée, donc ça c'est ce que je viens de dire, c'est l'essence des théories variables à cachée locale, et que cette valeur ne peut être que plus 2 ou moins 2. Alors, voyons ça. Cette grandeur existe. Alors c'est là. Non, bon, on va voir. Oui, c'est là. Mince. C'est là où c'est ici qu'il devrait y avoir moins 1 ou plus 1. Vous voyez, je sens depuis le début qu'il y a un petit souci, j'ai mis 0. Je fais ce que je veux. Hein. Je peux attribuer le nombre 1 quand ça passe et le nombre moins 1 quand ça passe pas, ou le nombre 0, ou le nombre 12 et le nombre racine de pi dans un cas ou dans l'autre. Je fais ce que je veux, je construis une grandeur. La réalité physique, c'est ça passe ou ça passe pas, et moi je peux nommer ça avec je peux désigner ça par un nombre. Hein. Alors en fait, j'ai dit 0 et 1 parce que ça paraissait naturel, ça passe 1, ça passe pas 0. Mais en fait, depuis le début, on tourne autour du fait que c'est plus astucieux de faire ça comme ça. Sinon, ce qu'on va dire là n'est pas vrai. Donc, excusez-moi pour ça. Je pense que c'était pas compréhensible tel que j'ai rédigé le problème. Donc, il faudra que je change cet énoncé pour l'année prochaine. Bref, bon, désolé. Du coup, je continue quand même. Donc, on va réécrire ça en fait. Ce QI, on va le réécrire simplement en factorisant. Vous voyez que j'ai AI ici et A'. Donc je vais mettre en facteur. Ici j'ai AI facteur de BI plus B'I. D'accord. Plus A'I facteur de B'I moins BI. Ok, bon. Ok. Alors, pourquoi en voyant ça, je me dis que j'avais mal choisi mes choses, là, mes nombres? C'est parce que, de deux choses l'une, je ne sais pas ce que sont BI, B'I pour chaque paire, a priori ça change pour chaque paire, mais ce que je sais, c'est que soit
BI est égal à B'I, soit BI est égal à moins B'I. D'accord? Donc, si BI égale B'I, alors ça, c'est 0. D'accord? Donc QI vaut AI BI plus B'I. Alors, AI, ça, c'est plus ou moins 1. Et ça, alors, ils sont égaux. Je suis dans le cas où ils sont égaux. Donc, soit ils valent tous les deux 1, soit ils valent tous les deux moins 1. Donc, ça vaut soit 2, soit moins 2. Donc, ça vaut plus ou moins 2. Par conséquent, QI, c'est plus ou moins 1 fois plus ou moins 2. Dans tous les cas, ça sera soit moins 2, soit plus 2. D'accord? Donc, dans le cas où BI est égal à B'I, effectivement, QI, ça peut être que plus 2 ou moins 2. Si, donc, ça c'est le premier cas. Si maintenant, au contraire, BI est différent de B'I, eh bien, du coup, s'il est différent, c'est qu'en fait, il est opposé. Il vaut moins B'I. Pas le choix. S'il vaut moins B'I, du coup, ça vaut 0. Je ne sais pas lequel, mais la somme vaut 0. Et donc, en fait, QI vaut A'I, B'I, moins BI. Ok? Et ça, pareil, ça c'est plus ou moins 1, je ne sais pas du tout, mais je m'en fiche. B'I moins BI, alors, donc, l'un est différent de l'autre, donc soit c'est celui-là qui vaut moins 1, donc moins 1 moins plus 1, ça fera moins 2, soit c'est celui-là qui vaut plus 1, et l'autre du coup vaut moins 1, 1 moins moins 1, du coup ça fait 2. Donc à nouveau, là on a plus ou moins 2. Et donc le produit des deux, plus ou moins 1 fois plus ou moins 2, c'est plus ou moins 2. Donc effectivement, qu'on soit dans cette situation-là ou dans celle-là, la grandeur QI, soit ça vaut plus 2, soit ça vaut moins 2. Il n'y a absolument aucune autre valeur possible pour QI. D'accord? Alors donc c'est là que je regrette vraiment d'avoir parlé de 0 dès le début. En fait, j'avais tout commencé à écrire avec des zéros et j'ai tout changé. Et alors j'ai changé partout, sauf dans le tout premier, là, dans le chapeau. Si c'était des zéros, du coup, là, enfin bon, enfin, bref, on obtiendrait aussi quelque chose, mais autre chose. Donc, bon, désolé pour cette incohérence dans l'énoncé, évidemment, ça a dû vous empêcher d'aller jusqu'au bout pour ceux qui l'ont cherché. Bon, en tout cas, on a établi sans l'ombre d'un doute que si j'appelle bien moins 1 quand ça passe pas et plus 1 quand ça passe, cette grandeur-là vaut soit plus 2, soit moins 2. Pour chaque paire, soit plus 2, soit moins 2. En déduire que pour un nombre quelconque de paires de photons, la moyenne de Q, c'est quoi? Donc ça vaut soit plus 2, soit moins 2. C'est plus 2 fois la proba d'avoir plus 2. Je sais pas, ça dépend de la variable cachée. Chaque théorie à variable cachée va donner un truc différent. Mais c'est pas mon problème. Ça vaut soit plus 2, soit moins 2. Donc la moyenne, ça va être la probabilité d'avoir plus 2 fois plus 2 pour moins ça. Voilà. De toute façon, la moyenne, elle va être comprise entre plus 2 et moins 2. Enfin, il n'y a même pas besoin d'écrire des probabilités. Hein, d'accord? Si vous faites la moyenne de tous les QI, chaque QI c'est soit plus 2, soit moins 2. Donc la seule chance d'avoir plus 2 en moyenne, c'est qu'ils soient tous plus 2. Et la seule chance d'avoir moins 2, c'est qu'ils soient tous moins 2. La plupart du temps, il y aura de temps en temps plus 2, de temps en temps moins 2. Et donc la moyenne sera entre les deux. Bon, c'est tout ce que dit... c'est tout ce que dit cette théorie. Donc vous voyez que sans rien supposer sur quelle théorie à variable cachée locale particulière serait pertinente dans un futur lointain où on découvrirait les vraies lois fondamentales de la nature, quelle que soit la théorie à variable cachée locale, cette quantité-là doit exister pour chaque paire, ne peut valoir que plus 2 ou moins 2, et donc la moyenne ne peut être que comprise entre moins 2 et 2. Très bien. Bon. Et maintenant, on va voir ce qu'il en est en physique quantique. Et on va trouver des situations où cette même grandeur, dont on va montrer qu'elle est la même que ça, est en fait soit plus grande que 2, soit plus petite que moins 2. Ce qui montrera que la théorie quantique, telle qu'on l'a, d'accord, n'est pas équivalente à une théorie à variable cachée locale. Bon, très bien, ce n'est pas une théorie à variable cachée locale, mais ce qu'il y a, c'est que les gens se disent, et se sont dit pendant des années, enfin depuis presque un siècle, que
ok, on voit quelque chose d'aléatoire en faisant 2 fois la même mesure sur strictement, donc en appliquant 2 fois strictement la même procédure à strictement le même état physique, on n'obtient pas toujours la même chose. C'est quelque chose qui est très troublant. D'où l'idée qu'en fait, on croit qu'on applique la même procédure sur le même état, mais en fait, c'est pas vraiment le même état. Il y a quelque chose dans l'état qui fait que, bah non. Donc, la théorie quantique n'a pas de variable cachée, mais évidemment, les gens se sont dit, ouais, mais en fait, probablement qu'on on n'est pas allé au bout, la théorie n'est pas complète, et il doit bien y avoir quelque chose. Et donc, ce qui est très fort dans les inégalités de Bell, et voilà l'inégalité de Bell en question, hein, enfin, qu'on peut reformuler comme ça, bien sûr, si on veut juste une égalité et pas deux, voilà, le module de la moyenne de Q est plus petit que 2. Ce qui est très fort dans cette inégalité de Bell, c'est que ça permet de d'identifier une situation expérimentale où, si vraiment il y a une variable cachée, quelle qu'elle soit, on aurait cette inégalité, alors que la physique quantique prédit explicitement, ce qu'on va le voir, que cette inégalité est violée, que de temps en temps on trouve plus que 2. Et donc, il suffit de faire l'expérience et puis on saura bien. Alors, si jamais on trouve jamais plus que 2, ça ne veut pas dire... Enfin, si, ça veut dire que la théorie quantique est fausse. À l'inverse, tout simplement parce que ça ne prédit pas ce qu'on observe. Bon. Mais à l'inverse, si on trouve que le cas d'avant, ça montre que la théorie quantique est fausse et ça ne nous dit rien sur la vraie bonne théorie. Par contre, si on trouve que cette inégalité est violée, alors ça valide la théorie quantique, c'est-à-dire ça veut dire que la théorie quantique est compatible avec les observations. Ça ne prouve pas qu'elle est juste absolument, bien sûr, mais ça prouve par contre que toutes les variables cachées, toutes les théories à variables cachées, quelles qu'elles soient, sont fausses, nécessairement. Donc c'est quand même une indication extrêmement forte, avec des implications donc philosophiques très très importantes. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est effectivement que cette inégalité, dite inégalité de Bell, est violée dans le cadre de la théorie quantique. Alors, c'est la question 21. On se place à présent dans le cadre de la théorie quantique. Montrer que la quantité C de alpha bêta, donc la corrélation en question, alors là, c'est celle-là, voilà. Enfin, une fois qu'on a calculé ça, on aura les autres juste en remplaçant alpha par alpha prime, bêta par bêta prime, etc. Donc, montrer que cette quantité, en fait, est égale à... On nous donne le résultat, mais on va l'établir, bien sûr, cosinus de 2 facteurs de alpha moins bêta. Bon, voilà, cosinus de tout cet angle-là. Ok, bien allons-y. Alors on nous dit, on pourra utiliser l'invariance par rotation pour simplifier le calcul. Oui, alors on a vu que notre état est invariant par rotation. Regardez la corrélation entre le polariseur d'Alice orienté suivant alpha et celui de Bob suivant bêta, c'est pareil que celui d'Alice suivant X et celui de Bob suivant bêta moins alpha. Enfin, d'accord, on peut tout faire tourner, on peut décider d'appeler X n'importe quelle direction. Donc ce que ça veut dire, c'est que C de alpha bêta, c'est en fait C de 0 bêta moins alpha. D'accord. On peut appeler θ du coup si on veut. D'accord. Donc j'appelle θ, je vais noter ici, θ, je définis θ comme étant bêta moins alpha, et je vais m'intéresser à la corrélation entre le résultat trouvé par Alice dans la direction UX et le résultat trouvé par Bob dans la direction θ. D'accord. D'ailleurs, on voit qu'ici, il apparaît effectivement le alpha moins bêta. Bon, je pourrais bêta moins alpha, remarquez, le cos est symétrique. D'une fonction paire, donc c'est pareil. Voilà. Donc, ok, on va faire ça, on va calculer la corrélation. Alors, allons-y. Est-ce qu'il y a des indications? Non, rien. Formidable. Bon. Eh bien, c'est pas grave. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Bon, je peux l'effacer, c'est l'énoncé, j'efface tout ça. Donc, calculons C de 0 et de θ. Alors, c'est quoi cette corrélation? Donc, c'est la probabilité que Alice et Bob
trouve le même résultat. D'accord? Enfin, non, bah, en fait, on l'avait établi avant, cette corrélation. Oui, c'est ça, oui. C'est... Alors, je réécris, c'était P11 de alpha bêta. Ça, c'est la probabilité qu'ils trouvent tous les deux 1, tous les deux ça passe. Donc fois 1, la corrélation vaut 1 dans ce cas-là. Plus la probabilité qu'ils trouvent tous les deux ça passe pas, auquel cas la corrélation entre les deux est 1, ils auront la même chose. Moins, si ça passe pas, la corrélation vaut moins 1, donc moins 1, 0 de pareil, moins P de 0, 1 de pareil. Okay, c'est ce qu'on avait écrit avant, c'était la fameuse question qui était triviale, qui était juste la traduction de l'énoncé. Bien. Alors, ben, on va calculer ça, puis ça, puis ça, puis ça. On va peut-être voir que, en fait, il suffit d'en calculer un. Enfin, peut-être pas, non, mais on va voir la procédure et ça va être très simple. Alors, la probabilité que Alice trouve 1 et que Bob trouve 1, c'est quoi? Bon, alors, donc Alice... Alors, qu'est-ce qu'on appelle 1? Ben, en fait, on va écrire, on a le choix, on a vu que notre état psi, on peut l'écrire de différentes façons. Donc, on va choisir, comme ça correspond à ux, d'accord? Et ça correspond à uθ. On va choisir, par exemple... excusez-moi, j'ai réécrit alpha, bêta, 0, θ. Vous aurez corrigé. D'accord, justement, j'ai fait la rotation pour que ce soit ça. Donc ça me permet... Donc je vais écrire ce psi là comme ça. Moins yx. Hein, tout simplement parce que du coup... Alice va regarder dans la direction, justement, ux. Bon, donc, dans cet état, et je m'intéresse à cette partie-là, Alice, quelle est la probabilité qu'Alice voit le photon passer, hein, avec ici une transmission qui vaut 1. La probabilité qu'il passe, alors, bah, c'est simple, elle fait une mesure. Alors, si le photon d'Alice était dans l'état X, s'il y avait juste ça, photon d'Alice, photon de Bob, si le photon d'Alice était dans l'état X, la probabilité qu'il passe quand on regarde dans la direction X, bah, ce serait 1. S'il était dans la direction Y, la probabilité qu'il passe, ce serait 0. D'accord ? Et elle trouverait donc elle trouverait que le photon passe pas, d'accord. Bon, mais le photon d'Alice n'est pas dans un état particulier. Il est dans, enfin, justement, c'est un état intriqué pour lequel il n'y a pas un état bien défini de Alice. Néanmoins, je peux regarder ce que donne la mesure. Alors, je peux le faire formellement. Je pense que vous avez compris. La probabilité d'obtenir un certain résultat, c'est le projecteur. Je vais prendre un cas général. J'ai la grandeur G. Et j'ai un état qui est une superposition, enfin qui est une combinaison linéaire des états à valeur bien définie, des états GI à valeur bien définie petit gi pour la grandeur GI. Somme des alpha i, un état quelconque développé sur la base des états propres de G. Quelle est la probabilité d'obtenir la valeur GI? C'est module de alpha i carré. D'accord ? Si je fais la mesure de G. Mais vous remarquez que alpha i carré, ce n'est rien d'autre que la valeur moyenne dans l'état psi du projecteur suivant GI. Pourquoi ? Parce que ce projecteur suivant GI, on l'a revu tout à l'heure, c'est le quai de bras GI-GI. Et donc ça, effectivement, ça fait psi GI, GI psi. Ça, c'est alpha i. Et ça, bah, c'est le complexe conjugué, c'est alpha i étoile.
Donc ça, la valeur moyenne du projecteur dans l'état considéré, c'est la probabilité que dans cet état, on obtienne la valeur correspondante. Donc si je veux la probabilité d'obtenir 1 quand je mesure suivant UX, c'est en fait probabilité d'obtenir 1 et 1. Je vais commencer par la probabilité que Alice obtienne 1 dans cette... Enfin, je vais faire les deux d'un coup, ça va être le produit des probabilités, bien sûr. La probabilité que Alice obtienne 1... Enfin non, justement, pardon, c'est pas le produit des probabilités. La probabilité que Alice obtienne 1 et Bob obtiennent 1, c'est... Donc, 0 θ. C'est, dans l'état psi, la valeur moyenne du projecteur sur Alice à 1 et Bob à 2. Donc à 2. Et Bob à 1 aussi. Donc, le projecteur sur l'état qui donne 1 à coup sûr pour Alice, donc le GI d'ici, c'est-à-dire le projecteur suivant X, qu'on a appelé PX, croît pour Bob, ça va agir dans l'autre partie du système, croît P de θ. Alors ce X, en fait, c'est P0. D'accord, P dans la direction θ égale 0. Je ne sais plus comment on l'avait appelé. C'était avant la pause. Avant ma pause. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors on va le calculer formellement. Après, on va voir comment on l'obtient plus facilement. Peut-être que... Enfin, je pense que vous êtes déjà à l'aise avec ça. Mais c'est bien de voir aussi formellement si on s'embrouille dans les probabilités. Il suffit d'écrire ce que ça veut dire et évidemment, on trouve le résultat. Donc ça, c'est... Psi, c'est la puissance de l'algèbre. Hein. On n'est pas, mais c'est le danger aussi. On peut aligner des calculs sans vraiment comprendre ce qu'ils veulent dire. Si on ne se trompe pas, c'est bon. Le truc, c'est que pour ne pas se tromper, en général, il faut comprendre ce qu'ils veulent dire à chaque étape, sinon on fait des erreurs tout le temps. Mais... Donc ça, c'est le quai de bras 0, 0 de la première particule. Croît le quai de bras de la... Enfin, donc ça va être 0 pour le premier et θ pour le deuxième. D'accord ? Donc c'est ce bras-là. Et le quai, pareil, 0 pour le premier. Donc, enfin, je vais l'écrire juste. Donc 0 θ, 0 θ. D'accord ? Pour la première, pour la deuxième. Enfin, on voit bien de quoi il s'agit. Donc ça c'est pour suite Bob et ça c'est pour suite Alice. Donc je fais psi 0 θ, 0 θ, psi. D'accord ? Première particule, deuxième particule. Et psi, ça vaut ça. Donc, je vais le faire formellement, why not, hein. Donc, ça fait 1 sur racine de 2. Alors, je prends... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Excusez-moi, c'est quoi ce bras là? Bon, il est un peu tard. Je commence à fatiguer. Ah d'accord, c'est lequel, bien sûr. Donc, maintenant, je prends le bras en question. Donc, ça me fait... alors le bras de ça, bon, bah, c'est le bras XY, moins le bras YX, très bien. Tout ça fois 0 θ, et fois 0 θ, le bras appliqué, alors le 1 sur racine de 2 aussi, donc j'ai un demi là, et donc XY moins YX. D'accord ? Bon, c'est calculatoire, hein, c'est un TD, hein, c'est fait pour. Encore une fois, c'est pour que vous soyez à l'aise avec ces calculs, enfin que vous entraîniez un petit peu. Alors allons-y, ça appliqué à ça, bon alors, X, Y. Alors en fait, vous voyez mes notations. Ce que j'appelle 0, c'est celui que j'avais appelé X, hein, puisque θ... Donc en fait, ce X c'est 0 et Y c'est pi sur 2. D'accord ? Tel qu'on l'a défini. Bon, il faut que je retravaille un peu cet énoncé, mais... donc... bah, je peux écrire. Le 0 c'est le X. D'accord ? Donc ça c'est le premier terme, moins le deuxième terme, YX scalaire Xθ. D'accord ? Là j'ai fait ça, cette partie-là. Enfin, il y a le 1,5 global, mais ça, là, enfin, je vais mettre des couleurs puisque j'en ai. Ça, c'est ça.
Et ça, alors y, donc vous vous rappelez comment on fait le produit scalaire quand on a un produit tensoriel, c'est lui scalaire lui fois lui scalaire lui. D'accord? Alors lui scalaire lui, ça fait 1, x avec lui-même, ça fait 1, et là on a y scalaire θ. Alors y scalaire θ, vous vous rappelez ce que valait θ? Ça valait cos θ x plus sin θ y. Donc si je fais y appliqué à ça, ici ça fait 0, et là ça fait sin θ. Donc ça fait 1 fois sin θ. Ok? Donc sin θ. Ce nombre-là, c'est sin θ. Bien. Et puis moins y scalaire x, ça fait 0, c'est même pas la peine de calculer le reste. Moins 0, donc tout ça, ça fait sin θ. Tout ça, c'est sin θ. Ok? Bon. Et il nous reste ce nombre-là. Hein, c'est un nombre, c'est un bras appliqué à un quête, ça fait un nombre. Donc ça, alors le 0 c'est x, donc j'ai x θ appliqué à xy. Et ça, pas xy, ah si, ah oui, oui, d'accord, oui, d'accord. Donc, je vais écrire l'autre, moins x θ appliqué à yx. D'accord. Alors celui-là, donc ça fait x scalaire x, ça fait 1, fois θ scalaire y, donc θ scalaire y, c'est le complexe conjugué de y scalaire x, mais en l'occurrence ça valait sin θ, donc ça vaut toujours sin θ, puisque le complexe conjugué c'est lui-même, donc ça c'est sin θ. On l'avait déjà ici. En fait, vous voyez qu'effectivement c'est le complexe conjugué de ça, je suis bête, d'accord, hein, on l'a juste renversé. Donc bien sûr sin θ, et là, bah, c'est pareil, c'est le complexe conjugué de celui-là qui valait 0, bah, ça vaut toujours 0. Et donc ici j'ai sin θ, ici j'ai sin θ, et j'ai le 1,5. Donc finalement, tout ça, on vient de le calculer, d'accord? Tout ça, ça fait, bah, je vais l'effacer là, ça fait 1,5 de sin carré θ. Ok? Donc vous voyez, c'est très simple, il suffit de dérouler le formalisme. La probabilité d'obtenir un certain résultat d'une grandeur physique, et là, la grandeur physique, c'est une grandeur jointe. C'est 1 pour Alice et 1 pour Bob. Donc, je projette sur l'état, enfin, le projecteur qui me donne cette probabilité-là, donc la grandeur physique en question, je projette sur l'état qui correspond à 1 pour Alice et 1 pour Bob, c'est-à-dire 0, θ, oui, θ, puisque Bob regarde dans la direction θ, et Alice dans la direction 0, dans la direction x. Bon, ça aurait été plus astucieux d'appeler ça x. Bon, enfin bref, voilà, d'accord? Donc le projecteur dans cette direction, c'est ça. Bon, bah, très bien. Ok, donc ça me donne ça. Maintenant, la probabilité, je vais en faire un autre, et puis après on verra comment faire autrement, peut-être pour les deux autres. La probabilité, donc ça c'est 1,5 de sin carré θ. La probabilité de trouver, j'en fais un mix peut-être. Donc j'ai toujours 0 θ. On va faire celui-là. Allez. La probabilité de trouver 1 et 0. Quand Alice regarde dans la direction 0, et Bob, enfin, donc dans la direction x, je ne sais plus comment le faire, et Bob dans la direction θ. Alors, c'est la valeur moyenne sur psi du projecteur associé à l'état Alice dans la direction x, donc ça, et Bob, par contre, pour avoir 0, il faut que ce soit dans la direction θ orthogonale. Donc voilà le projecteur associé, enfin qui projette sur l'état propre correspondant à ces résultats-là à coup sûr. Et donc, la probabilité d'obtenir ce résultat, c'est la valeur moyenne dans l'état en question du projecteur sur ce vecteur particulier. Donc c'est exactement ça. Hein, vous voyez comment ça fonctionne? Donc allons-y. Je peux effacer ça, je laisse lui, et donc simplement maintenant je projette sur x θ orthogonale.
Bon, alors désolé à nouveau pour l'interruption, c'est les aléas du confinement. Alors, où en étais-je? On avait calculé P11 de 0 et de θ, et puis on était dans P10. Oui, c'est ça, j'avais dit que voilà, la probabilité de mesurer ça et ça, c'est la moyenne du projecteur sur les états en question. Dans l'état psi, et donc on a ça, et donc d'accord, donc ça c'était bon, alors je devais en être là apparemment, donc x θ bar, ok, et donc alors on a d'abord cet état là, alors x, ça fait 1, et y scalaire θ orthogonal, vous vous souvenez que θ orthogonal c'était moins sin θx plus cos θy, c'était ça, pardon. Θ orthogonal, il est où? On n'avait pas... Ah si, c'est ça. Moins sin θ plus cos θ, oui, c'est ça, c'est la rotation de l'autre. Ok, et donc, y scalaire θ orthogonal, c'est cos θ. Donc ce premier terme ici donne cos θ, bon, il y a toujours le 1,5 qu'on n'oubliera pas, moins, ça fait 0 bien sûr, hein, y scalaire x ça fait 0, donc peu importe l'autre. Et puis là, donc ça c'est ça scalaire ça fois ça scalaire ça, et là, oui c'est le modulo carré en fait, donc c'est oui, évidemment à chaque fois c'est pareil, hein, puisque ça, c'est ça, étoile. Donc bien sûr, donc cos θ, ça fait à nouveau cos θ. Donc ici, on a un demi de cos carré θ pour cette partie-là. Donc je peux remplacer tout de suite. Cos carré θ sur 2. Donc vous voyez, hein, il suffit d'appliquer le formalisme. Ensuite, on va le faire sans le projecteur, juste avec le modulo carré du produit scalaire. P 0, 1, alors P0, enfin 0 ou x, on a dit que c'était pareil, donc de x et θ. Alors, donc c'est en fait le modulo carré de l'état x θ scalaire 0, 1, et donc 0, 1, c'est l'état. Alors, 0, quand on est dans la direction x, c'est-à-dire c'est bloquant, c'est-à-dire c'est l'état y, et 1 quand on est dans la direction θ, c'est-à-dire que ça passe, donc c'est l'état θ. Donc voilà ce que donne cette probabilité-là. Alors ça fait quoi ça? Alors ça fait y scalaire x fois ça scalaire ça, y scalaire x ça fait 0, on oublie. Et p... Non, attendez, c'est pas possible. Ok. Oui, ok, bon, pardon. Et P de 1, 0. Ah oui, j'ai calculé l'autre avant. Oh. Tiens, en quel ordre j'ai fait ça? Bon, peu importe. Ah oui, j'ai fait, bon, d'accord. P01, donc c'était celui-là, très bien. Et P, il nous manque P00. Donc c'est module au carré de... Alors, l'état propre associé à 0... Donc 0, quand on regarde dans la direction x, c'est donc y. Et l'état propre associé à 0, quand on regarde dans la direction θ, c'est θ orthogonal. Donc c'est ça, scalaire. Pardon. Donc, ça, c'est que la première partie. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est l'interruption qui m'a à nouveau perturbé. C'est ça l'état en question. Hein. Donc c'est module de ça au carré. Donc lui, ça fait 0, mais l'autre, ça fait pas 0. L'autre, ça fait y scalaire y, ça fait 1. Et θ scalaire x, ça fait cos θ. Donc il y a un cos θ au carré sur racine de 2 au carré. Le moins module au carré, ça change rien. Donc ça fait cos carré θ sur 2. D'accord? Et ici, donc,
on doit faire... Donc, ça, c'est le vecteur propre associé aux valeurs propres qu'on trouve là. Et donc, scalaire, notre état à nous, donc psi, là, et donc psi, c'est ça. Lui, et donc ça fait ça scalaire ça fait 0, y scalaire x, ça fait 0, donc c'est réglé. Moins y scalaire y, donc ça fait 1, et par contre, θ orthogonal scalaire x, ça fait le moins sin θ au carré sur 2, avec le sigma peu importe, module au carré, ça fait sin carré θ sur 2 en fait. Alors, on est content de voir, au passage, ça nous rassure un petit peu, parce qu'avec l'interruption, je ne sais plus trop où j'en suis, mais ça nous rassure que la somme des cas de probabilité ici fait bien 1, sin carré θ plus sin carré θ sur 2, ça fait sin carré θ plus 1, bon, ça fait 1, ok. La somme des probas fait 1, donc a priori c'est bon. Par contre, nous, ce n'est pas la somme des probas qu'on veut. On veut la valeur moyenne de la corrélation. Donc on veut cette proba plus celle-là, moins celle-là, plus celle-là, enfin moins celle-là plus celle-là. Bon, exactement ça. Alors ça fait quoi? Alors on y est, donc tout va bien. C'est de 0 et de θ, c'est égal à, donc corrélation positive quand ils sont égaux, donc c'est ça plus ça, moins ça, plus ça. Donc c'est sin carré θ moins cos carré θ. Et ça, c'est moins cos carré θ moins sin carré θ, donc c'est moins cos de 2θ. Eh bien, on est super content, en dépit de tout, parce que ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ah, je l'ai effacé. C'est ce qui était donné dans l'énoncé, là. Il fallait montrer que C de alpha bêta, c'était moins cos de 2 alpha moins bêta. Ou bêta moins alpha, c'est pareil, puisque voilà. Et alpha, ça c'est moins θ, mais cos de 2θ, c'est cos de moins 2θ, voilà. Et donc c'est QFD, hein, vraiment. On a montré ce qu'on nous demandait de montrer. Donc vous voyez que c'était pas compliqué, il suffit de calculer les probabilités en question. Alors, ce que je voulais juste vous montrer, parce que là on l'a fait formellement, une autre façon de faire, mais qu'il est bien de savoir faire, parce que d'abord, quand on l'a bien compris, c'est plus rapide. Plutôt que de faire ça. Bon, c'est pas que c'était compliqué, hein, ni même long. Hein, bon, moi je le fais pas à pas en vous expliquant chaque étape, mais une fois que vous êtes habitué, bon, ça tombe tout seul, mais on peut faire bien mieux que ça. Quelle est enfin bien mieux que ça, je sais pas si c'est bien mieux, mais la probabilité d'avoir 1 ici, quand on est dans cet état-là. Bon, eh bien, donc Alice mesure son qubit, enfin son photon, celui qui correspond à la première partie de ces produits tensoriels implicites ici. Et ce que vous voyez, c'est qu'elle a une composante où son photon est passant quand on regarde dans UX, hein, on regarde suivant UX. Il y a une composante où il est passant et une composante où il n'est pas passant, 0. Et ces deux composantes ont des poids égaux. D'accord ? Donc, tout simplement, quand Alice mesure son qubit, qui est dans cet état-là, on part de l'état psi, Alice va trouver 1 une fois sur 2, module de ça au carré. Et elle va trouver 0, module de ça au carré. Alors là, on veut la probabilité qu'elle trouve 1. Donc, je vais dire que voilà, elle va trouver 1 avec la proba 1,5, module sur racine de 2 au carré. Donc ça c'est Alice. Hein. Ah, ok. Et elle va trouver 0 avec la proba 1,5 aussi. Très bien. Et ensuite, je peux effacer ça, on a compris. Et ensuite, alors le truc c'est ça, c'est que si elle a mesuré 1, quel est le nouvel état ? Si elle a mesuré 1, elle l'a projeté dans la composante qui correspond au résultat qu'elle a trouvé, hein, dans l'interprétation de Copenhague. Ou sinon, à toutes fins utiles, c'est ça qui se passe quand même. En pratique, disons. Tout se passe comme si. Donc maintenant, le système est dans l'état XY. Là, par contre, si elle a trouvé 0, le système est dans l'état YX.
Et donc maintenant, Bob arrive. Alors, on avait vu dans le cours avec les qubits qu'on peut, si Alice mesure d'abord puis Bob, ça ne change rien, plutôt que si c'est Bob ou Alice. Ça ne change rien aux probabilités finales. Ça change les états intermédiaires, mais pas la probabilité finale, ce qui est la moindre des choses. Hein, mais justement, parce qu'il n'y a pas d'influence directe, il y a une corrélation, mais sans influence. Hein, c'est ça le... Alors, donc maintenant, Bob mesure. Il mesure cet état-là dans la direction θ. Alors lui, son qubit, enfin son photon, ici, il est dans la polarisation Y. S'il est dans la polarisation Y, quelle est la probabilité qu'il obtienne 1 θ? C'est-à-dire qu'il passe dans la direction θ. Je vous rappelle que Y, c'était... non, je vous rappelle que θ, oui, c'est ça, c'était cos θ. Θ, c'est cos θ x plus sin θ y. Donc il va trouver, lui, y avec la proba module de ça au carré, c'est-à-dire le module de la composante de θ sur y, ou de y sur θ, c'est le produit scalaire, enfin, au conjugué près est le même, bien sûr. θ scalaire y, c'est y scalaire θ, étoile. Donc là, c'est réel, donc ça fait sin carré, sin θ, module au carré. Donc il va trouver... Bob, il va trouver comme Y, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. Oui, donc, donc lui, il regarde dans la direction θ. Oui, donc ça passe, sachant qu'il est il est dans Y. Ça va passer dans la direction θ avec une proba sin carré θ. D'accord? Donc il va trouver 1 avec proba sin carré θ, et il va trouver 0 avec la proba complémentaire. Si j'écrivais y en fonction de θ et θ croix, j'aurais cos θ de l'autre côté. Enfin, avec un sigma, mais peu importe, le produit scalaire est le même. Donc il trouve 0 avec la proba cos carré θ. Ok? Et par contre, si Alice avait trouvé 0, donc avait sélectionné la composante YX, ou bien on est dans la branche d'univers, si on veut, enfin dans la composante de l'état d'Everett correspondant à YX, donc le photon de Bob est dans l'état X, il le mesure dans la direction θ, sachant qu'il est dans l'état X, il va trouver, comme s'il était dans l'état X, effectivement, donc 1 avec la proba cos carré θ, et il va trouver, comme s'il était dans la direction Y, comme s'il était dans la direction θ orthogonale, avec la proba, évidemment complémentaire, sin carré θ. Alors vous voyez que, donc ça c'est un petit arbre simple à faire, hein. Une fois qu'on a compris que ça ne dépendait pas de l'ordre, les probabilités finales ne dépendaient pas de l'ordre, vous voyez que c'est bien plus rapide quand même, je pense, pour trouver ces fonctions-là, tout simplement parce que là vous les avez les 4 d'un coup. Hein. La proba d'avoir, je vais prendre du vert, tiens, pour changer, la proba d'avoir 1 pour Alice et 1 pour Bob, c'est 1,5 fois sin carré θ, sin carré θ sur 2. J'espère que c'est ce qu'on avait trouvé là. Mais oui, je me souviens qu'on avait trouvé ça là. Sin carré θ, enfin 1,5 sin carré θ. La proba d'avoir 1 pour Alice et 0 pour Bob, eh bien c'est 1,5 de cos carré θ. 1 pour Alice et 0 pour Bob. C'est là. Cos carré θ sur 2. Proba d'avoir 0 pour Alice, 1 pour Bob, c'est 1,5 de cos carré θ. Là aussi. Et la proba d'avoir 0 pour Alice et 0 pour Bob, c'est 1,5 fois sin carré θ. Voilà. Et on retrouve donc sin carré θ moins cos carré θ égale ça. Voilà. Bien sûr. Donc on les a d'un coup. C'est peut-être un peu plus simple. Mais voilà, il faut se souvenir de ce qui se passe là. Étant entendu qu'on fait un truc qui est moyen, un peu moyen dans le sens où on fait comme si... Enfin, vous voyez, on a besoin de passer par un état intermédiaire qui n'est jamais réellement un état au sens où
au sens où, si vraiment l'état de... Alors, pour Everett, non. C'est juste les branches se poursuivent et on a ça, plus ça, plus ça, plus ça, avec les probabilités qui vont bien. Donc ça, c'est ce que dit normalement la physique quantique. Dans l'interprétation de Copenhague, vous voyez qu'effectivement, si on dit Alice fait sa mesure, hop, ça le projette là-dessus. Mais en fait, si c'est Bob qui fait la mesure d'abord, eh bien, si Bob trouve 1, alors ça projette, si Bob trouve 1 quand il mesure dans la direction θ, ça projette sur θ en fait. Ça projette son qubit sur θ. Et du coup, l'autre sur θ, parce que à ce moment-là, il faut réécrire l'état psi, non pas comme étant xy moins yx, mais θ orthogonal moins θ orthogonal θ. Et du coup, c'est pas du tout le même état intermédiaire. Donc vous voyez que c'est un problème parce que... Alors, vous me direz, bien sûr, c'est pas d'abord c'est Alice, puis c'est Bob. C'est pas pareil que si c'est d'abord Bob, puis Alice. Oui, sauf que si Alice et Bob sont situés dans l'ailleurs l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont à une distance, au moment où ils font leurs mesures, aucun signal n'a pu se propager moins vite que la vitesse de la lumière, ou au mieux la vitesse de la lumière, pour que l'état nouveau projeté se retrouve bien effectivement là-bas. Eh bien, vous voyez que tout simplement, cette façon de penser ne fonctionne pas. C'était bien, c'est ça le génie de Einstein, Podolsky, Rosen, c'est d'avoir identifié une situation physique impliquant ces états intriqués qui piège en quelque sorte qui piège en quelque sorte l'interprétation de Copenhague. Si on dit dès qu'il y a une mesure, on projette l'état. Mais qui fait la mesure en premier? Qui projette l'état? On voit bien qu'il y a un problème de fond. Alors bien sûr, Bohr n'était pas si embêté que ça, parce que pour ce qui est des prédictions, la probabilité finale que l'un et l'autre aient quelque chose, c'est-à-dire cette corrélation entre les deux qui se manifeste, Bohr se dit, peu importe comment ça s'est établi dans la physique, est-ce qu'il y a un truc projeté ou pas, au bout du compte, une fois que chacun a fait sa mesure, on se retrouve dans tel état et on a eu telle probabilité de l'avoir. Donc, ok, on peut s'en sortir comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même un peu mettre la chose sous le tapis. La vérité, c'est que raisonner comme si Alice fait sa mesure et hop, l'état change, y compris pour Bob du coup, parce qu'avant, l'état c'est ça pour tout le monde, et là, une fois qu'Alice fait sa mesure, l'état, maintenant, c'est sûr d'être ça pour Bob. Et c'est d'ailleurs ça qui nous donne les probabilités en question. Hein, donc, mais par contre, si on se met dans un autre référentiel, où c'est plus Alice qui a fait la mesure en premier, donc même situation, hein, mais c'est dans un autre référentiel, l'ordre temporel peut être inversé, c'est plus Alice qui fait la mesure en premier, mais c'est Bob, et du coup, hop, ça projette sur un autre état, y compris pour Alice. Alors il se trouve qu'elle va obtenir les mêmes probabilités au bout du compte, oui, mais c'est plus le même état, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que quand on fait une mesure, ça projette l'état? Ma réponse est non. Maintenant, tout se passe comme si, je suis d'accord, mais en réalité, c'est pas une interprétation, c'est la lecture faite par Everett, mais faite par n'importe qui, de ce que dit la physique quantique, c'est que quand on part de cet état-là, il se passe un certain nombre de trucs, quand on part de cet état-là, il se passe un certain nombre de trucs quand on fait des mesures, quand on part de l'état ça, moins ça, il se passe ce qui se passait là, moins ce qui se passait là. C'est la linéarité de la physique, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, ça me paraît tout simplement pas contestable. Alors, néanmoins, ça pose le problème, je répète un peu ce que j'ai dit dans le cours, ça pose le problème, c'est comment se fait-il que, quand on fait la mesure, on observe effectivement aléatoirement ceci ou cela avec les probabilités qui sont données par la règle de Born, alors que ce que dit donc la physique quantique, si on garde toutes les composantes, c'est qu'on devrait... toutes les composantes sont là. Sauf qu'on est dans un état intriqué, c'est-à-dire y compris ma perception est dans l'état intriqué. J'ai vu X et l'intrication, c'est cet état et je l'ai vu X pour le premier, si je suis Alice, cet état et je l'ai vu X, moins cet état et je l'ai vu Y. Mais ma perception subjective, c'est toujours j'ai vu l'un ou l'autre avec une certaine probabilité. Et c'est dans cette subjectivité que se trouve le nœud du problème, mais ça j'y peux rien. C'est-à-dire je ne sais pas, la physique quantique ne sait pas expliquer la subjectivité, mais n'allez pas croire qu'on peut éliminer ce problème de subjectivité en disant hop, il y a une projection, tout simplement, un truc magique, d'un seul coup les lois de la physique ne s'appliquent plus, l'évolution n'est plus unitaire, on élimine une composante, y compris quelque part à une vitesse plus grande que la vitesse de lumière s'il y avait un signal à passer, donc
Donc c'est comme ça. Bon, j'ai assez commenté dans le cours, cet TD a été très très long. En fait, on est à la fin, oui, en fait, c'est terminé. Ça, c'était la question 21 où on a montré donc la corrélation, ça égale moins 2 cos θ. Et il ne reste plus que la toute dernière question. Montrer que pour la configuration des polariseurs spécifique qui est proposée, alors on peut en choisir d'autres, mais celle-ci c'est une configuration, je crois, qui rend la violation des inégalités de Bell maximale. Donc, alors, Alice a U alpha comme ceci, enfin, je prends une direction quelconque, tout ça est invariant par rotation. Simplement, bêta se trouve à pi sur 8 par rapport, pas terrible mon pi sur 8, mais bon, enfin, à peu près. Donc, il y a un angle entre U alpha et U bêta de pi sur 8, et puis il y a un angle entre U bêta prime et U alpha de pi sur 8, mais dans l'autre sens, là, d'accord. Et ensuite, il y a U alpha prime, à nouveau avec pi sur 8 ici. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a... Ah, pourquoi j'ai dit pi sur 8, j'ai écrit pi sur 2, c'est grave, le cerveau, c'est parfois étrange. Donc, il y a pi sur 4 entre les deux positions d'Alice, et pi sur 4 entre les deux positions de Bob, et c'est intercalé comme ça, de sorte qu'il y a pi sur 8, pi sur 8, pi sur 8, et pi sur 8. Donc on a ces trois angles-là. Bon, très bien. Alors, la question, c'est montrer que pour la configuration en question, Q vaut moins 2 racine de 2. Alors, que vaut Q dans ce cas-là? Alors, c'est C de alpha bêta. Alors, C de alpha bêta, on a dit que c'était moins cos de 2 alpha moins bêta. Alors, alpha moins bêta, donc c'est cet angle-là, entre les deux. C'est donc de 2 pi sur 8, donc c'est cos de pi sur 4. Moins cos de pi sur 4. Plus moins cos de 2 fois bêta prime moins alpha. Alors, bêta moins alpha, si c'est ça. Bêta prime moins alpha, c'est pareil en fait. Bêta prime moins alpha, c'est toujours pi sur 8, donc ça fait moins cos de pi sur 4. Plus, donc à nouveau, le moins cos de 2 fois la différence de l'angle entre les deux là. Donc cos, alors entre bêta prime et alpha prime, il y a à nouveau pi sur 8. Donc 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4. Et moins cos de 2 fois l'angle entre alpha prime et bêta. Cette fois, là, il y a 3 pi sur 8. Donc cos de 3 pi sur 4. Bon, il suffit de calculer... Il suffit de calculer cos de pi sur 4. Alors, c'est quoi cos de pi sur 4? Je peux effacer ça. Alors, c'est pas un des cos standards, mais c'est pas compliqué. Ah bah si, bien sûr, c'est un cos standard. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Oui, bien sûr, c'est un cos standard. Cos de pi sur 4, c'est... Décidément, il est temps que je mette fin à cette vidéo de TD. Cos de pi sur 4, bien sûr, ça fait 1 sur racine de 2. Et par conséquent, j'ai ici moins 3 sur racine de 2. Oui, j'arrive. Donc une dernière seconde. Moins 3 sur racine de 2, moins... Alors, cos de 3 pi sur 4. Donc, cos de 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, c'est quoi? C'est là. Et donc, c'est moins 1 sur racine de 2, en fait. Cos de 3 pi sur 4. C'est moins 1 sur racine de 2, et donc moins, ça fait plus 1 sur racine de 2, et donc tout ça, ça fait moins 2 sur racine de 2. Et donc ça fait moins racine de 2, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, c'est plus, en fait, hein, bien sûr. Ah, oui. Ah oui, non, justement. Oui, d'accord. C'est le C, là, c'est moins cos de 2 fois l'angle. Donc, je l'ai une fois avec le moins, une fois avec le moins, une fois avec le moins. Et à nouveau avec le moins. Oui, donc moins cos, c'est donc avec le plus. Et donc là, j'ai à nouveau moins 1 sur racine de 2 avec le plus. Et donc, j'ai moins 4 fois sur racine de 2, ce qui fait moins 2 fois racine... moins 2 racine de 2. Bon, ok. Voilà.
Ok, bah c'est ce s'il fallait trouver, ça tombe bien. Bon, donc vous voyez, c'est un exemple particulier, vous pouvez choisir d'autres angles. Alors, il y a plein d'angles relatifs entre alpha, alpha prime, bêta et bêta prime, pour lesquels l'inégalité de Bell ne sera pas violée, c'est-à-dire qu'on aura bien Q, enfin la moyenne de Q là, qui sera plus petite que 2, donc comprise entre moins 2 et 2, mais là, ça vaut moins 2 racine de 2, ça viole l'inégalité de Bell pour ce choix particulier, pour d'autres aussi, mais là je crois que c'est la violation maximale. Bon, ben voilà, la conclusion, c'est que la physique quantique n'est pas équivalente à une théorie à variable cachée, et qu'une façon de trancher la question une fois pour toutes quant à la possibilité de variable cachée locale, c'est de faire cette expérience et de voir si oui ou non l'inégalité de Bell est violée. C'est-à-dire qu'on envoie des dizaines de milliards, j'exagère un peu, enfin autant qu'on veut, on envoie beaucoup de paires fabriquées dans l'état en question, et on mesure ces corrélations-là. Alice se met dans alpha et Bob dans bêta. Et on mesure. Tac, 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 on en fait 100 000. Pareil ici, ou 100 millions si vous voulez. Pareil avec ces angles-là, pareil avec ces angles-là. À chaque fois, on a une corrélation qui vaut ce qu'elle vaut, en moyenne. Donc ça nous donne bien... Là, vous comprenez bien que la moyenne des corrélations, c'est bien l'espérance. C'est-à-dire c'est la somme des probabilités... Enfin, c'est l'espérance de la grandeur en question. Donc c'est vraiment cette corrélation quantique. Ça correspond, ce Q-là, tout ça, là, cette somme de corrélation, ça correspond très exactement à la moyenne des QI qu'on a obtenue dans le cas variable cachée avant. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est la somme sur I des QI divisée par le nombre total de paires complètes. Hein. Donc, ça nous donne vraiment le résultat. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, il suffit de le faire et de voir si oui ou non l'inégalité de Bell est tranchée et violée. Et comme vous le savez, il faut que je m'arrête, l'expérience a tranché, l'inégalité de Bell est violée. Non seulement elle est violée, mais elle est violée très exactement comme le dit la physique quantique, donc sans variable cachée. C'est-à-dire que si vous faites ce calcul-là pour les angles en question, non seulement vous allez trouver moins que moins 2, mais vous allez trouver très exactement moins 2 racine de 2. Et si vous changez un peu les angles, vous allez trouver moins 2,17, je sais pas, pour certains angles. Prenez ces angles-là, vous faites la mesure, et vous faites un grand nombre de mesures, et vous allez voir que la moyenne tend vers 2,17. Voilà. Donc c'est juste, les prédictions de la physique quantique sont non seulement parfaitement vérifiées, comme toujours dans toutes les expériences qu'on a fait de physique quantique, mais en plus, dans le cadre, là, ici, de cette étude EPR avec les inégalités de Bell, on montre explicitement qu'elles sont violées, ces inégalités de Bell, ce qui invalide, une fois pour toutes, la théorie à variable cachée locale. Alors, il y a une ou deux subtilités on se dit, oui, mais peut-être que la façon dont on a préparé l'expérience, si vraiment on veut sauver tout, on peut toujours dire que, en fait, Alice n'était pas vraiment libre de choisir son alpha et Bob son bêta. Tout ça était prédéterminé depuis toujours pour faire comme si on violait les inégalités de Bell, mais en fait non, parce qu'on n'a pas choisi au hasard. Enfin, on peut toujours imaginer des tas de trucs complètement farfelus, sans aucun support, qui s'appuie sur aucun principe physique, qui n'a aucune justification, ni philosophique, ni physique, ni rien, pour essayer de dire que les expériences, le résultat des expériences ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Bon, d'accord, on peut faire toutes ces constructions mentales qu'on veut. Rassurez-vous, de moins en moins de gens s'amusent à jouer à ça, tout simplement parce que l'expérience tranche de façon tellement nette, et c'est tellement en accord avec tout le reste, qu'on se demande bien pourquoi il faudrait essayer de rafistoler des trucs dans tous les coins pour essayer de faire coller une préconception philosophique qui n'a pas lieu d'être. Si on se demande, mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait des variables cachées locales? Pourquoi faudrait-il que les choses se comportent de façon réaliste, locale, enfin naïve, c'est-à-dire avec... et en fait, il n'y a aucune raison. Donc, c'est exactement comme les épicycles de Ptolémée. On se disait, les planètes doivent tourner suivant des cercles. On voit des ellipses. Ouais, mais en fait, c'est pas une ellipse, c'est un cercle qui tourne autour d'un autre cercle et ça ressemble à une ellipse. Oui, mais alors, il faut qu'en fait, c'est un cercle qui tourne autour d'un autre cercle, qui est fait comme si c'était une ellipse. Tout ça pour pas dire c'est une ellipse, mais juste, c'est une ellipse. Et l'ellipse est parfaitement prédite par l'équation de Newton. En 3 lignes, on voit que c'est une ellipse. Donc, après, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Mais bon, donc c'est exactement pareil ici. La
la question est tranchée. Il n'y a pas, la physique quantique est incompatible avec une théorie de variables cachées locales. Ça, c'est sûr. C'est juste parce que la théorie quantique prédit ça et les variables cachées locales prédisent ça. Donc, c'est incompatible, ça, il n'y a rien à dire. Et l'expérience montre que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, le tour est joué. Bon, allez, ça a été très, très long. Désolé pour les interruptions. Je corrige la suite de ce TD aussi rapidement que possible. Peut-être demain, je ne sais pas. On verra. À bientôt.